Cette leçon s'intitule « Événements et probabilité d'un événement ». C'est une continuation logique des deux premières leçons, parce que dans la première, nous avions déjà évoqué la variabilité des données et nous avions dit que notre objectif dans la suite, c'était de maîtriser en quelque sorte cette variabilité. Dans la deuxième leçon, nous avions parlé des fréquences des événements et nous allons voir ici comment, sur la base de ces fréquences, nous allons bâtir une nouvelle notion que nous allons appeler probabilité d'un événement. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par faire une petite introduction. Et par la suite, nous allons parler de la probabilité d'un événement, mais dans un premier temps, pour le cas discret. Puis viendra la probabilité d'un événement dans le cas continu, comme ça doit être attendu. Et enfin, une fois que la notion de probabilité est élaborée, nous allons essayer de manière générale de donner des propriétés qui vont émaner de manière naturelle des propriétés des fréquences pour cette notion de probabilité. Alors, l'introduction. Dans un jeu qui consiste à lancer une pièce 5 fois, on propose à un parieur l'une des règles suivantes. Soit gagner l'équivalent de sa mise si le nombre de piles est au moins 3. Donc, on va lui proposer de jouer 5 fois et si jamais il gagne au moins 3 fois, ça veut dire 3, 4 ou 5 fois, il gagnera l'équivalent de sa mise. La deuxième règle qu'on lui propose, c'est de gagner le double de sa mise si le nombre de piles est au moins 4, c'est-à-dire 4 ou 5. Il est évident que les chances d'apparition d'au moins 3 piles sont plus élevées que celles d'apparition d'au moins 4 piles, de manière très intuitive, sans être même en mesure de faire les calculs de ces chances. Par contre, il n'est pas évident de dire laquelle des deux règles de jeu proposées à ce parieur est la plus favorable. Pour pouvoir choisir entre ces deux règles, on a donc besoin d'évaluer ses chances. Dans ce but, le joueur décide de faire un essai tout seul et jouer sans pari plusieurs fois, disons 50 fois. Donc, il va tout simplement prendre la pièce, se mettre dans un coin et lancer cette pièce 50 fois et voir à travers les résultats qu'il va obtenir quelle est la stratégie ou la règle qu'il va adopter pour jouer. Alors, voici les résultats qu'il obtient dans ces 50 lancés. Il obtient donc les résultats qui sont représentés dans le tableau suivant. Le nombre de piles, 0, ça veut dire que dans les 50 lancés, il n'a obtenu aucun pile. Et dans ce cas-là, c'était 8 fois sur les 50 fois jouées. Pour une fois pile, c'est 5 fois sur 50. 2 fois pile, c'est 10 fois sur 50. 3 fois pile, c'est 13 sur 50. Et 4 fois pile, c'est 8 sur 50. Et 5 fois pile, c'est 6 sur 50. Donc, voilà les données qu'il doit examiner pour pouvoir se décider et trancher pour quelle règle de jeu il doit opter. Et alors, nous allons introduire la probabilité d'un événement dans le cas discret pour éventuellement être en mesure d'aider ce joueur à se décider et à prendre la règle qui lui convient. Avant d'examiner les résultats dans le tableau, on a besoin d'introduire la notion d'événement et de sa fréquence. Ceci sera fait dans le cadre toujours de cet exemple.
Alors, puisque le joueur lance sa pièce 5 fois, l'ensemble des valeurs possibles, on le note E, et il est égal à 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Cet ensemble E est dit espace fondamental. Tout ce ensemble de cet espace est dit événement. Donc, un événement est tout simplement un sous-ensemble de l'ensemble E pour ce qui concerne cette expérience. Alors, le singleton 2, par exemple, constitue ce qu'on appelle un événement élémentaire. Et alors, un événement élémentaire, c'est n'importe quel singleton qui est constitué par 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. La fréquence relative Fi associée à la valeur I, qu'on a déjà définie, est aussi dite fréquence de l'événement élémentaire I. Donc, on différencie entre la valeur I et l'ensemble contenant cette valeur I pour parler de la fréquence de l'événement I comme étant la fréquence de la valeur I définie dans la leçon précédente. De manière naturelle, la fréquence d'un événement est la somme des fréquences des événements élémentaires qui le constituent. Donc, pour des événements qui sont des sous-ensembles de l'ensemble E, on définira leur fréquence à partir des singletons qui constituent cet événement de la manière la plus naturelle. Donc, revenons à notre exemple et prenons le sous-ensemble A de l'ensemble des valeurs que nous avions définies et qui étaient 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est une partie qui va de 3 à 5, donc ce sont les nombres qui sont plus grands que 5. A, tel qu'il est défini, est un événement qui signifie qu'on a obtenu au moins 3 piles. Au moins 3 piles, ça veut dire qu'on a obtenu 3, 4 ou 5 piles parmi nos 5 lancés. Sa fréquence, telle qu'on l'a proposée, sera définie comme étant FA est égal à F3 plus F4 plus F5. Ça veut dire la fréquence du singleton 3 plus la fréquence du singleton 4 plus la fréquence du singleton 5. Un autre événement, c'est l'événement B qui est défini par 0, 1 ou 2. Cet événement est dit événement complémentaire de A et sa fréquence, elle est définie comme étant f de B est égal à 1 moins f de A. C'est une définition naturelle dans la mesure où la fréquence de l'événement total oméga que nous avions défini tout à l'heure, qu'on avait appelé espace fondamental, c'est 1. Et f de A plus f de B s'additionne pour retrouver 1, donc la fréquence de oméga tout entier. Alors, un mot sur cet ensemble B, puisqu'il est constitué par 0, 1 et 2, ça veut tout simplement dire qu'on obtient au plus 2 piles. Au plus 2 piles. Donc, si celui-là était au moins 3 piles, celui-ci est au plus 2 piles. Et tel qu'il est défini, il est naturel de le considérer comme étant l'ensemble complémentaire de l'ensemble A, puisque après tout ce qui n'est pas dans A, il est dans B, et tout ce qui n'est pas dans B, il est dans A, et la réunion des deux ne reconstituera l'espace fondamental qui a pour fréquence 1, c'est-à-dire l'effectif total divisé par l'effectif total. Alors, dans notre exemple, nous pouvons maintenant calculer f de A. Il est égal à 13 sur 50, plus 8 sur 50, plus 6 sur 50, et le total, c'est 27 sur 50. 13 sur 50, c'est la fréquence de 3. Donc, on a observé 13 fois pile, 3 fois pile, et 8 sur 50, c'est la fréquence de 4. Donc, on a observé 8 fois 3 piles parmi nos 5 lancés, et 6 sur 50, c'est le nombre de fois qu'on a observé 6 faces, 5 faces sur 5 dans
nos 50 lancés. Donc, la fréquence est 27 sur 50. Alors, si nous prenons C, qui est égal à 4 et 5, cet ensemble-là, il est défini à peu près de la même façon que A, sauf qu'il n'y ait pas 3. Alors, dans ce cas-là, cet événement représente l'événement observé au moins 4 piles, ça veut dire 4 piles ou 5 piles. Il est naturel de voir que sa fréquence, c'est la somme des fréquences de 4 et de 5, 8 sur 50 et 6 sur 50, au total 14 sur 50. Alors, avant d'aller plus loin, on doit s'arrêter un moment sur ces deux chiffres et voir ce qu'ils représentent pour notre parieur. Rappelons qu'à notre parieur, on a proposé, la première règle, c'est de gagner l'équivalent de sa mise si il obtient pile au moins 3 fois. Et donc là, la fréquence qu'il obtient pile au moins 3 fois, c'est 27 sur 50. La deuxième règle était d'avoir le double de sa mise s'il obtient au moins pile 4 fois. Et c'est justement l'événement C, et sa fréquence, c'est 14 sur 50. Nous n'allons pas comparer ces deux chiffres comme ça, puisque dans cette proposition, la mise elle est équivalente. Mais dans cette proposition, la mise est doublée. Et alors, tenant compte de cette remarque, on peut constater qu'à partir de cet essai, la deuxième règle lui est un peu plus favorable, puisque si on double le 14, tenant compte de la mise double, ça nous fait 28 sur 50 au lieu de 27 sur 50. Donc, les données qu'il a obtenues dans ces 50 jeux lui suggèrent d'utiliser plutôt la deuxième règle. Alors, est-ce que le joueur peut prendre sa décision sur la base de ces résultats? Une deuxième question qui est légitime à se poser, est-ce que le joueur, s'il joue de nouveau 50 fois, est-ce qu'il va obtenir les mêmes fréquences? Et la deuxième règle lui reste toujours favorable. La réponse à la première question est bien évidemment liée à la deuxième question, c'est-à-dire que s'il est plus ou moins assuré qu'en jouant une deuxième et une troisième fois, les fréquences restent à peu près les mêmes, il peut tout de suite fermer les yeux et opter pour la deuxième règle qui lui est apparemment favorable. Alors, dans le même contexte, on peut se poser la question si la fréquence de l'événement 1, par exemple, variera avec la répétition de l'expérience. Et la question qui se pose pour l'événement 1 se pose pour les différents événements qu'on a qualifiés d'élémentaires. Et donc, est-ce qu'ils vont garder la même fréquence d'une expérience à l'autre? Si on peut avoir l'assurance que ceci peut se produire, eh ben, je crois que l'expérience que notre parieur a faite serait suffisante pour qu'il puisse se décider. Alors, ici, on se propose de regarder ce qui se passe quand 50 est remplacé par un nombre de plus en plus grand. Eh bien, cette fréquence aura tendance à se stabiliser autour d'une valeur limite dont on supposera l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si au lieu de jouer 50 fois, il joue un nombre assez important, disons 350 fois par exemple. Alors là, il peut répéter l'expérience un certain nombre de fois et être plus ou moins sûr que les fréquences de chaque événement élémentaire va se stabiliser. Autrement dit, que les différences d'une répétition à l'autre va être très minime. Et donc là, il a quelque chose de stable sur lequel il peut se baser et il n'a pas à s'inquiéter comme il devait le faire, à juste titre, comme on va le voir plus tard, à partir de 50 essais seulement.
Alors, cette valeur limite de la fréquence, qu'on appellera probabilité de l'événement élémentaire 1, et qui exprime les chances d'observer une fois pile parmi 5 lancés. On la note P de 1. Donc, il faut insister sur cette notion de probabilité qui est définie comme valeur limite dont on suppose l'existence de la fréquence de l'événement 1 parmi un nombre de lancers qui est de plus en plus important. Donc, on n'a pas besoin de pousser le nombre de lancers à l'infini. Il suffit d'aller vers un nombre suffisamment grand. Bien évidemment, on n'obtiendra pas la valeur P de 1, mais on obtiendra une valeur qui varie très peu aux alentours de cette valeur P de 1. Alors, si nous revenons aux événements qui nous intéressent pour la stratégie de jeu de notre parieur. Le A est naturellement de probabilité P de A qui est égal à P de 3 plus P de 4 plus P de 5. Ceci est tout à fait naturel de la propriété qui était vérifiée par les fréquences, puisque nous avions dit que la fréquence de A était la somme des fréquences, mais comme la fréquence de chaque événement élémentaire va tendre vers la probabilité de cet événement, il est tout à fait naturel de retrouver à la fin que la probabilité de A, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent cet événement A. Alors, pour le moment, les choses ne sont pas suffisamment développées pour qu'on puisse calculer ces chances, mais on verra plus tard que la probabilité de gagner avec la première règle est 8 sur 16, c'est-à-dire 50%, alors que celle de gagner avec la deuxième est 3 sur 16. Tenant toujours compte de la double de la mise, on se rend compte que finalement, de manière assez précise, la deuxième règle n'est pas si favorable à notre joueur. Et donc, c'est plutôt la première règle qu'on va lui suggérer. Alors, pourquoi? Toujours comme pour les fréquences, tout à l'heure, quand on avait doublé le numérateur de la fréquence, c'était plus grand que le numérateur de la fréquence ici. Alors que là, c'est 6 au lieu de 8. Et donc, finalement, c'est la première stratégie qui est favorable et qu'il doit utiliser pour, finalement, jouer et gagner plus. Une petite remarque avant d'aller plus loin. Le 8 sur 16, c'est en fait un demi, c'est 50%. Donc, ce joueur ne doit pas se leurrer. Les chances ne sont pas de son côté. Il est en train de jouer un jeu équitable, tout simplement. Et que le deuxième jeu n'est pas un jeu équitable, il est plutôt contre lui, il est en sa défaveur. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il soit conscient que même s'il opte pour la première stratégie qui est mieux pour lui, ce n'est qu'un jeu équitable. Donc, il a autant de chances de gagner que de perdre. Eh bien, on en arrive donc maintenant à la probabilité d'un événement, et ceci dans le cas continu. Alors, pour généraliser la notion de probabilité au cas continu, on considère l'exemple suivant. Une expérience consiste à mesurer la longueur L d'une table. Donc, nous avons une table qui a une certaine longueur. Bien évidemment, cette longueur, c'est un nombre fixe, mais personne ne peut le connaître. Même pas le menuisier qui a fabriqué cette table, parce que ce menuisier n'a fait qu'approcher cette longueur par un instrument de mesure. Et donc, nous, pour retrouver cette longueur de la table, on fera la même chose. Et donc, on est exposé à des incertitudes et nous n'aurons jamais la vraie longueur de cette table. Alors, bien évidemment, on va approcher la longueur de cette table à travers un certain nombre de mesures. Nous avions déjà expliqué qu'une seule mesure n'est pas suffisante.
Donc nous allons faire une série de mesures. Mais on peut supposer que l'ensemble des valeurs possibles d'une mesure, avant sa réalisation, est un intervalle I contenant L. Pourquoi un intervalle? Tout simplement parce que plus la mesure est répétée, plus il y a un balayage d'un intervalle. Alors, en théorie, un événement est tout sous-ensemble de I, comme on l'avait dit dans le cas précédent. Je vous rappelle que dans le cas discret, nous avions formé l'espace fondamental et nous avions dit que tout sous-ensemble de cet espace était un événement. Mais, comme on l'a déjà vu aussi dans le chapitre précédent, la valeur relevée d'une mesure représente en fait un intervalle, et ceci en raison de l'arrondi de la mesure. Donc, l'ensemble des valeurs possibles d'une mesure est un intervalle, et pour chaque mesure, la valeur observée ne représente en fait qu'un petit intervalle dans cet intervalle. Alors, dans ce cas, comme dans tout autre cas, les données sont continues. Les seuls événements qui ont un intérêt dans la pratique sont des sous-intervalles de I ou leur union. Théoriquement, un événement, c'est n'importe quel sous-ensemble de l'intervalle I que nous avions vu tout à l'heure. Mais dans la pratique, ce ne sont pas n'importe quel intervalle, n'importe quelle valeur qui nous intéresse, mais c'est plutôt des intervalles autour d'une valeur centrale, comme on l'avait déjà expliqué, et qui vont être des petits intervalles dans cet intervalle I. On peut aussi considérer dans d'autres exemples, et pas dans celui-là, puisque il est clair que l'ensemble des valeurs est un intervalle, et donc une valeur va représenter un sous-intervalle, mais dans d'autres situations, il se peut que les événements d'intérêt soient plutôt des unions d'intervalles et non pas un seul intervalle. Toujours est-il que ce ne sont pas les valeurs observées qui vont nous importer le plus, mais c'est plutôt les intervalles qu'ils représentent. Alors, comme dans le cas discret, on décide de réaliser n mesures et on considère pour un intervalle J sa fréquence relative notée f indice J. Donc, si dans le cas discret, on s'est attaché aux événements élémentaires et on a défini leur fréquence, et à partir de là, on a défini les fréquences de toute union de ces événements élémentaires, donc de tout événement, ici, les choses vont se présenter un petit peu différemment. Nous allons, dès le départ, parler de la fréquence d'un intervalle. Et de la même façon que dans le cas discret, on va s'attendre à ce que cette fréquence devient de plus en plus stable quand n augmente, c'est-à-dire le nombre de répétitions de la mesure. Prenons un exemple. Si, à première vue, je considère que ma table a une longueur plus ou moins aux alentours de 80 cm, une mesure faite et répétée aura des chances de trouver d'avoir des valeurs aux alentours de 80, pas exactement 80, un peu plus ou un peu moins. Bien évidemment, si on n'a aucune intention de tricher, si on travaille de la manière la plus honnête possible, selon une mesure ou une autre, on aura des sous-estimations de la vraie longueur et des surestimations de la vraie longueur. Alors, ayant défini cet intervalle, qui est aux alentours d'une valeur centrale relevée, nous pouvons définir sa fréquence comme étant l'ensemble des valeurs
possibles parmi les n mesures qui sont dans cet intervalle, divisé par l'ensemble des valeurs totales. Et alors, si le nombre n de mesures est assez important, on doit s'attendre, comme dans le cas discret, que d'une répétition à l'autre d'une série de mesures, bien sûr, et non pas d'une mesure. Donc l'expérience, au départ, consiste à faire une série de mesures. Donc si cette série de mesures a un nombre important de mesures, et si on la refait une deuxième fois, la fréquence d'un intervalle J sera plus ou moins stable, c'est-à-dire il variera relativement peu par rapport à une valeur limite à laquelle on doit s'attendre. Encore une fois, comme dans le cas discret, on définira la probabilité de l'intervalle J, qu'on va noter aussi P de J, par la valeur limite de la fréquence relative F indice J, quand le nombre n des valeurs observées, nombre de mesures dans cet exemple, devient de plus en plus grand. Remarque, et elle est très importante, celle-ci. Même si la fréquence d'un événement est non nulle dans une série de n données, sa probabilité en tant que valeur limite peut être nulle. C'est un résultat mathématique élémentaire. Revenons à l'exemple de notre table. Si j'estime que sa longueur doit être aux alentours de 80 cm, si je prends un intervalle du côté de 77, 77, 78 cm, qui est un peu loin de 80, dans une série de répétitions, il y a des chances que je trouve une valeur là-dedans. Il y a des chances que je trouve même plusieurs valeurs là-dedans. Mais plus je continue à mesurer, plus les valeurs observées sont de l'autre côté, sont assez loin de cet intervalle et plutôt du côté de 80. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ma fréquence, qui est un rapport entre le nombre de valeurs observées et le nombre total de mesures, va être emmenée vers 0 par le dénominateur, bien qu'il y ait un numérateur qui n'est pas nul. Donc, il ne faut pas croire que c'est paradoxal. Un événement peut avoir une probabilité nulle, mais il peut tout de même, dans une expérience, se produire. On parlera d'un événement improbable et non pas d'un événement impossible. Donc, il est clair que pour un événement de probabilité nulle, tel qu'on a construit la probabilité ici à partir des fréquences, ça ne veut pas dire que sa fréquence est nulle, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais se produire. Alors, maintenant qu'on a défini la notion de probabilité à partir d'un événement, nous allons essayer de regarder de plus près les propriétés que définit cette probabilité. Alors, ces propriétés, nous n'allons pas les inventer, puisque la probabilité en tant que limite de fréquence va jouir des mêmes propriétés que cette dernière, ça veut dire la fréquence. Et donc, de manière générale, si oméga est un espace fondamental, la probabilité satisfait les propriétés suivantes, qui sont aussi les propriétés d'une fréquence. Alors, la première propriété, c'est que P de l'ensemble fondamental est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si nous revenons à l'exemple de lancer 5 fois la pièce, les nombres des valeurs possibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'était oméga. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire la probabilité de oméga égale à 1? Ça veut dire que les chances que
la valeur qu'on va obtenir sera soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, et 1. Et ceci est une évidence, puisque de toutes les façons, on ne pourra pas obtenir un nombre autre que ces 6 nombres. La deuxième propriété, c'est que notre probabilité est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Ceci est une conséquence, encore une fois, de la définition de la probabilité comme valeur limite d'une fréquence. Rappelons qu'une fréquence, c'est parmi n expériences, on observe un événement m fois, et que m est toujours inférieur à n, ce qui fait que le rapport, c'est un nombre qui est plus petit que 1. Mais ce rapport-là, il est aussi toujours positif. Donc une fréquence n'est jamais négative, et de ce fait, une probabilité n'est jamais négative. Et ceci pour n'importe quel événement, c'est-à-dire n'importe quel E faisant partie de l'ensemble fondamental oméga. La troisième propriété, c'est celle qui permet de calculer la probabilité d'un événement à partir d'un événement complémentaire. Donc P de F est égal à 1 moins P de E, ou autrement dit, 1 est égal à P de F plus P de E. Mais pas pour n'importe quel EF, pour EF qui sont une partition de oméga. Ça veut dire que F, c'est le complémentaire de E dans oméga. Et alors, si on fait l'union de F et E, on va non seulement retrouver oméga, mais en plus, ce sont des ensembles disjoints qui n'ont pas d'éléments en commun. La quatrième propriété, il nous permet de calculer la probabilité de l'union de deux événements G et H. Cette probabilité est calculée comme étant d'abord la somme de probabilités de G et de H. Mais ce n'est pas pour n'importe quel couple d'événements G et H. C'est vrai uniquement pour des événements disjoints ou aussi dits incompatibles. Disjoints, ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun. Maintenant, si les événements ne sont pas disjoints, on a la formule suivante. Nous avons la probabilité que G union H, c'est la probabilité qu'on a G plus la probabilité qu'on a H, d'où il faut soustraire la probabilité de l'intersection. Bon, bien évidemment, quand on parle d'union et d'intersection, les choses semblent plus ou moins logiques puisqu'on parle d'ensemble. Mais pour ce qui est des événements, l'union signifiera toujours le ou. Donc quand je dis G union H comme événement, c'est l'apparition de G ou l'apparition de H. Et quand je dis G inter H, c'est d'abord l'intersection de deux ensembles, mais ça signifie aussi l'apparition simultanée des deux événements. Donc, ici, c'est la probabilité d'avoir simultanément G et H. Et alors, il est normal que de cette formule-là, on retrouve celle-ci. Pourquoi? Parce que lorsque G et H sont compatibles, lorsque les deux ensembles sont disjoints, la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire la probabilité du vide, puisqu'il n'y a rien de commun entre ces deux événements, serait 0, et cette formule-là se réduit à celle-ci. Alors, d'où vient cette formule? Elle ne tombe pas du ciel. Apparemment, les choses semblent comme si on obtient cette formule à partir de celle-ci. Mais, de manière évidente, cette formule est plus compréhensible que celle-là, puisque celle-ci apparaît comme une formule mathématique. Mais le G union H avec un G et H qui ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose en commun, nous pouvons regarder le G union H comme étant d'abord tout ce qui est dans G et n'est pas dans H, puis tout ce qui est dans H et n'est pas dans G, puis tout ce qui est dans les deux simultanément. Et avec ça, on obtient trois événements incompatibles. Seulement, cet événement qui est là, il fait partie des deux. Et donc, en faisant la somme,
on l'aurait comptabilisé 2 fois. Et c'est pour ça qu'il faut l'enlever une fois, parce que la proba de G, c'est la proba de G sans ce qui est dans le H, plus la proba de ce qui est dans G dans H. La proba de H, c'est la proba de H sans ce qui est dans G, plus la proba de ce qui est dans les deux. Et comme c'est compté 2 fois, on va l'enlever pour finalement retrouver cette formule. Donc, de manière inversible, on peut obtenir cette formule comme cas particulier de celle-ci ou obtenir cette formule à partir de celle-là. Donc, pour finalement récapituler, la notion de probabilité, qui est une notion assez importante, a été construite sans faire appel à des notions théoriques de probabilité poussée, comme je l'avais évoqué au début de ce cours. Mais c'est plutôt d'une manière tout à fait naturelle, en nous basant sur une notion qui est très compréhensible, celle des fréquences d'un événement. Et donc, les propriétés que j'ai expliquées ne demandent pas une démonstration mathématique, ils sont une conséquence naturelle des propriétés qui sont satisfaites par la fréquence sans vraiment trop de peine à comprendre. La deuxième chose qu'il faut aussi retenir, c'est que nous avions traité de manière séparée le cas discret et le cas continu. Le cas discret était basé essentiellement sur ce qu'on avait appelé la probabilité des événements élémentaires. Et à partir de ces événements élémentaires, on pouvait construire la probabilité de tout autre événement. Pour le cas continu, ce ne sont pas des valeurs sur lesquelles on s'est basé pour définir la notion de probabilité, ce sont plutôt des intervalles et ce n'est pas du tout absurde dans la mesure où dans la pratique, ce sont ce genre d'événements qui nous intéressent et non pas des valeurs numériques isolées et singulières. Donc, avant de finir ce chapitre, je vous demande que pour toute question, ou tout exercice, ou tout autre éclaircissement, de vous référer au site web Netuno, et pour ça, il suffit de cliquer sur Mednetu pour le retrouver, et merci.